État de la Nation, Félix Tshisekedi prononce ce mardi son tout dernier discours pour son premier mandat devant le Parlement réuni en congrès. Élection de décembre, la Senco et l'ECC accusent la CENI d'avoir communiqué plusieurs chiffres différents et l'exhorte à corriger ses erreurs dans le fichier électoral. Second tour de la présidentielle au Libéria, le président sortant George Weah affronte son adversaire et opposant Joseph Boakai ce mardi. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour vous informer sur Télé 50. Félix Tshisekedi prononce ce mardi le tout dernier discours sur l'état de la nation de son premier mandat devant le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État sortant devrait aborder plusieurs sujets d'intérêt public, notamment la santé, la sécurité, l'économie, l'environnement et certainement les élections qui pointent à l'horizon, un oral annuel au cours duquel le candidat président de la République va revenir sur les grandes lignes de ses actions. C'est un discours très attendu par les Congolais et qui intervient à quelques jours du go de la campagne électorale pour les élections générales de décembre. Arrivé au terme de son premier mandat présidentiel et constitutionnel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va prononcer son tout dernier discours annuel sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Il s'agit d'une allocution de redevabilité qui reviendra sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'économie, la santé, l'environnement, le social, l'éducation, pour ne citer que cela. Le chef de l'État sortant et candidat à la présidentielle fera pratiquement le bilan de son premier quinquennat parsemé de plusieurs défis d'ordre sanitaire avec notamment la crise du Covid-19, d'ordre sécuritaire avec la résurgence des terroristes du M23 dans l'est de la RDC et d'ordre social avec les inflations à répétition. Félix-Antoine Tshisekedi devra donc convaincre plus de 100 millions de Congolais dont la majorité vit toujours sous le seuil de pauvreté et n'arrive pas à nouer le debout du mois. Que reste-t-il du slogan « Le peuple d'abord » tant vanté par l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? La question reste pendante. Deuxième jour de la dernière série de cadres de concertation qu'organise la CENI avec les parties prenantes au processus électoral. Ce mardi, ce sera avec le parti et regroupement politique ainsi que les candidats indépendants aux affaires étrangères. Et lundi, la CENI a échangé avec les candidats présidents de la République, occasion pour Denis Kadima de leur témoigner sa reconnaissance, louant l'engagement qu'ils ont pris chacun à faire acte de candidature. La cérémonie a eu lieu en présence de membres du bureau et ceux de la plénière de la centrale électorale, ainsi qu'un parterre d'invités et de médias. Un retour sur la cérémonie avec Gloria Mbouya Moutala. Lors de cet échange, le patron de la centrale électorale a mis en lumière les grandes opérations ayant marqué le processus électoral et les différentes étapes déjà franchies, réaffirmant la détermination de l'institut qu'il dirige de relever le défi en intégrant les changements majeurs en vue d'organiser des bonnes élections dans les délais constitutionnels. Après avoir passé en revue les différents défis qui se sont présentés durant ce parcours, Denis Kadima a exprimé le souci de la CENI à bâtir, avec toutes les parties prenantes au processus électoral, une collaboration de tous les instants pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Bien avant, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a, lors de son speech, rappelé l'importance ainsi que le bien fondé de différents cadres de concertation pour garantir la transparence et le caractère inclusif du processus électoral en cours. Les candidats présidents de la République ont ensuite suivi avec une attention particulière les exposés des experts de la CENI sur des questions liées au cadre juridique des scrutins, aux opérations de vote et au dépouillement, à la compilation et à la publication provisoire des résultats. La partie interactive a eu le mérite d'apporter des réponses à quelques préoccupations soulevées. À l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie des bureaux de vote.
Et à l'occasion, le président de la CENI est une fois de plus revenu sur la question de l'audit du fichier électoral évoqué par le candidat président Martin Fayulu, qui a qualifié l'audit réalisé par les experts externes de Torchon de Nicadima, je cite, quand les plaintes sont formulées sur un audit du fichier électoral qui a été fait parce qu'on n'aime pas la tête de la personne qui a conduit cet audit, on préfère que ça soit une organisation qu'on contrôle, on n'y paie rien, fin de citation. En croire le patron de la CENI, l'audit du fichier électoral n'est nullement une obligation légale, mais d'une bonne pratique de transparence. On l'écoute. Sincèrement, il y a très peu de questions auxquelles je devrais répondre parce que cette dernière série de questions, c'était plus des discours politiques qui peuvent être justifiés. Mais en tout cas, quand les plaintes sont formulées, par exemple, par rapport au pouvoir judiciaire, je ne vois pas ma place en tant que décider. Quand les plaintes sont formulées par rapport à un audit du fichier électoral qui a été fait, mais parce qu'on n'aime pas la tête de la personne qui a conduit cet audit, on préfère que ce soit une organisation qu'on contrôle, on n'y peut rien. Parce que la vérité est celle-ci. La francophonie a été invitée par la CENI en février, depuis février, et ils ont pu venir au mois de mai. Et d'abord, c'était une bonne pratique. Nous les avons invités. Ce n'était pas parce que c'était dit par la loi, mais c'est parce que nous-mêmes, nous voulions qu'il y ait justement cette transparence après l'audit interne. Nous nous sommes dit que c'est plus possible d'aller à travers un mécanisme institutionnel. Nous avons fait une annonce et nous avons recruté des gens qui ont mené cette enquête et qui nous ont donné la conclusion qui a fait que nous puissions avancer avec le processus. Évidemment, il faut comprendre une chose. Parfois, les gens, quand je dis que nous avons commencé avec un petit mois de retard, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ça signifie que dès les premiers jours, nous sommes en mode pouce. Bien sûr, nous le faisons sans bâcler le travail. Mais c'est un travail difficile dans un pays difficile, avec des acteurs difficiles. Ce fichier, quand on a vu la répartition des sièges qui en découlé, on a trouvé que c'était plausible, que c'était fiable comme le fichier. On dit que ça commence à 6 h, ça prend fin à 17 h. Ça ne signifie pas qu'à 17 h, les 173 qui sont dans la file seront chassés. Ils vont voter, même s'il faut qu'ils aillent jusqu'à minuit, ils vont voter. Plus tôt dans la journée de lundi, le président de la CENI a échangé avec Christophe Bigot, directeur pour l'Afrique et l'océan Indien du ministère français des Affaires étrangères à la tête d'une mission. Objectif, examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi voir comment accompagner le processus de désengagement de la MONUSCO voulu par les autorités gouvernementales. Occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale d'évoquer l'organisation de scrutin combiné du 20 décembre 2023, apportant à son note de précision sur un certain nombre de points irrélatifs. On écoute Christophe Bigot au sortir de l'audience. Nous avons eu avec la délégation un entretien tout à fait utile avec le président de la CENI. Cet entretien est au menu de ma mission. Cette mission, je le rappelle, avait pour objectif, d'une part, évidemment, d'examiner avec les autorités et nos interlocuteurs la situation dans l'Est du pays, situation grave, de regarder aussi comment accompagner, puisque nous sommes membres permanent du Conseil de sécurité, comment accompagner le processus de désengagement de la MONUSCO voulu par les autorités, et puis également assurer le suivi de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron des 3 et 5 mars dernier. Et dans ce cadre-là, alors que nous sommes à quelques semaines du scrutin, il était évidemment naturel de s'entretenir avec le président de la CENI. Nous avions des questions, le président de la CENI a apporté des précisions sur un certain nombre de points utiles, alors que, comme vous le savez, l'Union européenne, dans le cadre d'une mission d'observation, participera à l'observation du scrutin.
voilà, je pense que c'était un échange tout à fait utile, car je vois bien le défi que représente l'organisation de ce scrutin. On va refermer notre carnet électoral avec ces informations qui nous parviennent de la SENCO et de l'ECC. Ces deux structures accusent la CENI d'avoir communiqué plusieurs chiffres différents concernant le nombre d'électeurs repris dans le fichier électoral. La mission d'observation électorale de ces confessions religieuses affirme que plus de 3000 bureaux de vote ont été dupliqués 2, 3, voire 4 fois avec le même numéro d'identification. Et l'exhorte par ailleurs la centrale électorale à corriger ces erreurs. On l'écoute. En ce qui concerne les statistiques, nous avons noté que dans les différentes communications de la CENI, ainsi que dans la loi de répartition des sièges, les statistiques communiquées ne sont pas les mêmes, c'est différent. Quand vous regardez les communiqués numéro 024 CENI 2023, qui avait été donné après l'enrôlement des électeurs, on communique le chiffre d'inscrits comme 43 241 891. Et la loi sur la répartition des sièges a été adoptée et promulguée sur base de 43 491 891 000 électeurs. Si vous prenez les deux statistiques, il y a une différence de 450 000 électeurs qui vacillent. Maintenant, avec nos équipes, lorsque nous avons analysé les statistiques au sein de la cartographie, nous avons trouvé que les électeurs, les votants affectés à travers les bureaux de vote représentent pratiquement 44 541 883 électeurs. Si vous prenez les statistiques qui ont porté la répartition des sièges et les statistiques de la cartographie, nous avons une nette différence de 1 049 792 électeurs. Donc il y a un problème, il est important que la CENI nous fixe de manière définitive sur le nombre d'enrôlés. L'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle Matata Ponyo peut librement battre campagne sans être inquiété par la justice. La Cour constitutionnelle a rendu hier son arrêt sur l'affaire Bukanga Lonzo. Le procès est renvoyé au 18 mars 2020. Selon le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, le renvoi de la prochaine audience en mars 2024 se justifie par le laborieux travail de contentieux de résultats qui attend cette haute juridiction après les scrutins du 20 décembre 2023. Ainsi, le candidat à la présidentielle Matata Ponyo a la voie libre pour poursuivre ses activités électorales. Pourquoi la remise à cette date-là? Nous savons tous qu'un des prévenus est candidat aux élections présidentielles. La Cour étant elle-même protectrice et la garante des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution, elle n'a pas voulu empiéter ou perturber son exercice normal et constitutionnel pendant cette période-là. Et juste après, tout le monde sait que la Cour entre dans un processus de contentieux des résultats qui prend officiellement fin le 11 mars. Passé cette étape-là, la Cour va reprendre son cours normal et rendez-vous fixé au 18 mars 2024. Cette audience était consacrée au prononcé de l'arrêt avant dire droit de la Haute Cour sur les exceptions soulevées par les conseils de prévenus Deogracias Mutombo et Grobler Christostéphanus qui ont été déclarés recevables mais non fondés. L'arrêt avant dire droit renseigne que la décision est contradictoire à l'égard de prévenus Grobler Christostéphanus et Mutombo Mwananiembo Deogracias et par défaut à l'égard du prévenu Matata Ponyo Augustin. En infrastructure, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé hier à l'inauguration de quelques édifices modernes à l'Institut national de bâtiments et travaux publics de Kinshasa. Une cérémonie déroulée en présence du gouvernement, de membres du gouvernement et des autorités universitaires de cet établissement. Au total, 2 nouveaux bâtiments modernes ont été construits comme phare de la matérialisation de la promesse du chef de l'État. Le premier comprend 4 amphithéâtres, chacun pouvant accueillir 250 étudiants. Les seconds plus est affecté au foyer pour étudiants d'une capacité de 40 chambres équipées.
Une occasion pour les directeurs généraux de l'INBTP, Makandu Imwagana, de saluer la vision du président Tshisekedi, précisant qu'il a tenu sa promesse en dotant son établissement d'infrastructures aussi dignes. Il a également manifesté sa reconnaissance pour cet engagement louable. Monsieur le Président, que nous qui sommes vos voisins les plus immédiats puissions bénéficier de toute cette attention. Et croyez-moi que la communauté de l'INBTP ici présente dit de bouche à oreille que voisins à Yemapokopamate. Les travaux de construction de ces bâtisses ont pris environ 18 mois dans les soucis d'augmenter la capacité d'accueil de cet institut qui accueille à ce jour 10 000 étudiants selon l'ingénieur Kaboula, un des responsables à l'INBTP. Il a souligné que ces infrastructures répondent aux normes internationales en matière d'auditoire et des résidences des étudiants. Créé en 1961, l'Institut national des bâtiments et travaux publics organise actuellement 4 filières, notamment le bâtiment et les travaux publics, la géomatique, l'hydraulique, l'environnement, ainsi que les génies rural. Une journée marathon pour Félix Tshisekedi qui a aussi inauguré les postes électriques de Kinshasa afin de contribuer à l'amélioration de la desserte en électricité dans la capitale congolaise. Ces postes seront connectés directement à la centrale Zongo 2 dans la province voisine du Congo central. Et le chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, a participé à l'exercice de fin de formation de militaires dans le centre d'instruction de Moura de Likesi dans la province du Katanga. Objectif de cette formation, renforcer les militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie à une guerre contre les rebelles du M23. Est-ce que vous êtes prêts à kokenda na front? Vous êtes prêts à kenda ko bundisa manguna? Très bien. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à la mobilisation générale du président de la République et commandant suprême du FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section. Debout, progressez. Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Dessema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura. Le général Chiwewe s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki na Goma, mokonzi ya mboka alobi na ngai général après kuna okende pe Moura parce que nayoki ke bauti kosilisa formation na bango. Yango nauti ko assister na manœuvre na sepeli parce que eleki kitoko mokonzi apesi bino nyonso mbote. Discipline oyo bozolakisa awa esukela awa te meme bisika bokokende bolakisa yango na bandeko na biso to protéger bango mais devant monguna esengeli olia lido. Est-ce que toyokani kotrahir mboka ya bakoko na yo te? Est-ce que boza prêt ya kokende na front? Boza prêt ya kende kobundisa monguna? Il faut être déterminé. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois. L'Assemblée provinciale du Dolaba a reçu lundi la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, qui est allée présenter le projet d'édit budgétaire exercice 2024 ainsi que le projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2023. Concernant le projet d'édit budgétaire de l'année prochaine, elle a sensiblement réduit les ressources extérieures qui ne sont qu'à 3,7%. Réagissant aux interventions de quelques députés provinciaux, Fifi Masuka a répondu avec brio, annonçant dans la foulée de mettre le moyen financier conséquent pour la finition de grands ouvrages initiés par son gouvernement afin de poursuivre avec la série des inaugurations comme le recommande le président de la République.
L'une des plénières historiques de l'Assemblée provinciale du Lualaba après l'inauguration de son somptueux siège, celle de ce lundi 13 novembre 2023, présidée par Louis Kamweni, numéro 1 de cet organe, a porté sur la double présentation du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2023 et du projet d'édit budgétaire exercice 2024 par la gouverneure de province. L'ordre interverti est accepté. Le projet d'édit du budget rectificatif exercice 2023 a été marqué par la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. La particularité du projet d'édit budgétaire exercice 2024 est la réduction considérable des ressources extérieures qui en 2019 étaient évaluées à 58%, mais à ce jour, grâce à l'ingéniosité de Masuka Saini, sont rabattues à 3,7%. La chef de l'exécutif provincial prévoit de mettre des moyens conséquents pour la finition des grands ouvrages initiés par son gouvernement, selon la vision politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après cet exercice pédagogique, quelques questions à chaud ont été posées à l'autorité provinciale par les députés provinciaux Jean-Marie Kasseya Chingambo, Roy Kaumba et Mutunda, qui tour à tour ont félicité la gouverneure Masuka Saini Fifi pour son honnêteté scientifique et sa bravoure à mettre la barre très haut dans la transformation positive de tous les secteurs sur l'ensemble du territoire provincial. Les préoccupations relatives à l'asphalte de la route nationale numéro 39 tronçon Kamo à Muchacha cité, l'effectivité de la route de desserte agricole Mousso Kantanda Kangeya, le délai de la fin des travaux de l'échangeur routier de Kolwezi, la réfection des 3 hôpitaux de référence de l'État existants et la réhabilitation de l'Institut du cinquantenaire de Sandoa ont bénéficié des réponses précises de la gouverneure de province sous un tonnerre d'applaudissements de l'assistance. L'inauguration de notre échangeur, l'entrepreneur l'a confirmé au chef de l'État. Probablement, comme nous voyons des travaux qui avancent. Les membres du gouvernement provincial et une partie des Lualabais sont venus pour soutenir la brave Fifi Masuka Saini. D'autres l'ont attendu à l'entrée du siège de l'Assemblée provinciale, l'encourageant par des chants et danses. Après une semaine intense en activité au Lualaba, le numéro 1 de l'ARSP, Miguel Kachal-Katin, met les caps sur le Haut-Katanga. Avant de démarrer avec la grande mission de contrôle minière Kipoy, il a rencontré les autorités provinciales. Cette rencontre avec les autorités provinciales du Haut-Katanga a porté sur l'annonce officielle de la grande campagne de conformité dans les sociétés principales après la province du Lualaba. D'ici, l'honorable Miguel Katambe a sans perdre le temps pris la direction de la société minière Kipoy, située à plus de 70 km de Lubumbashi, route Likasi. Dans sa suite, plusieurs entrepreneurs représentant les corporations des sous-traitants. Sans y aller par le dos de la cuillère, Miguel Kachal réitère son message clé de cette campagne de grande envergure. L'appel au respect sans faille de la loi qui réglemente la sous-traitance en RDC et l'intégration des sociétés sous-traitantes congolaises dans le système afin de leur donner la possibilité de compétir pour les gros marchés, chose qui n'existe pas du tout auparavant. Ceci est une délivrance pour les entrepreneurs, disent-ils. C'est une très bonne démarche que j'encourage parce qu'il était grand temps que les Congolais s'installent dans plusieurs sociétés et il est aussi grand temps qu'on redonne plus de valeur et plus de poids aux Congolais et surtout à la jeunesse. Une porte ouverte par le DG de l'ARSP, c'est comme si toutes les sociétés nous accueillaient à bras ouverts. Le besoin de la population ainsi que des travailleurs et des sous-traitants était celui de voir un contrôle qui devait s'effectuer afin de remettre sur les rails beaucoup de déviations que nous avons très longtemps décriées et que bien des gens ont décriées également. Alors fallait-il sincèrement que le contrôle se fasse afin qu'on essaye de pouvoir évaluer où en sommes-nous et où allons-nous. Lentement mais sûrement, le secteur de la sous-traitance est en train de connaître un bouleversement positif sans précédent grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui met toutes les batteries en marche en faveur de l'indépendance économique de la RDC. Et dans le reste de l'actualité au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant George Weah brigue un second mandat. Face à lui, un routier de la politique libérienne, Joseph Boakai. Les résultats du premier tour du 10 octobre dernier étaient très serrés.
Au premier tour, Georges Weah était en tête du scrutin avec 7000 voix de plus que son challenger. À 57 ans, l'ancien Ballon d'Or promet de poursuivre sa politique, gratuité de l'enseignement, développer les infrastructures, améliorer les systèmes de santé. Au premier tour, Weah a notamment bénéficié d'un soutien important des électeurs dans les comtés du sud du pays. Pour le second tour, il mise entre autres sur l'influence de plusieurs sénateurs élus le 10 octobre dernier. De son côté, Joseph Boakai, 78 ans, joue sa dernière carte. Il connaît bien l'appareil de l'État car il était vice-président pendant 12 ans. Son alliance avec l'ancien chef de guerre Prince Johnson, une personnalité controversée et redoutée, lui a permis de cumuler de nombreuses voix dans les comtés de Nimba, une zone fortement peuplée dans le nord. Sur les fonds, Joseph Boakai promet de sauver les pays en mettant fin, assure-t-il, à la mauvaise gouvernance. Joseph Boakai a surtout bénéficié du vote des électeurs frustrés et en colère contre les systèmes actuels. En sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont entraînés hier lundi pour la première fois au stade des Martyrs de la Pentecôte en prévision du match contre la Mauritanie ce mercredi à Kinshasa. Ce soir, l'effectif va afficher complet avec l'arrivée du dernier groupe composé de Chancel Mbemba, Joris Kayembe, Gédéon Kaloulou, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Jackson Mouleka, Théo Bongunda, Simo Bonza et Johan Wissa. Les sélectionneurs managers de Léopard étaient en conférence d'avant-match ce mardi, à suivre dans nos prochaines éditions. On prend le rappel des titres. État de la nation, Félix Tshisekedi se prononce ce mardi son tout dernier discours pour son premier mandat devant le Parlement réuni en congrès. Élection de décembre, la Senco et l'ECC accusent la CENI d'avoir communiqué plusieurs chiffres différents et l'exhortent à corriger ses erreurs sur le nombre d'électeurs repris dans le fichier électoral. Second tour de la présidentielle au Libéria, le président sortant Georges Weah affronte son adversaire opposant Joseph Boakai ce mardi. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. On va fêter les journaux avec Héritier Timbois qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On commence avec ce sujet cadre de concertation. Fayoulou crache des vérités sur Denis Kadima et l'accuse de mener un processus électoral opaque. Oui, Bédrine, c'est comme ça qu'au titre le journal, la référence, plus vous allez d'ailleurs le voir en image, cadre des concertations, Fayoulou crache des vérités sur Denis Kadima et l'accuse de mener un processus électoral opaque. Après la parole, lors de la rencontre, le candidat Martin Fayoulou s'est déchaîné, selon ce média, contre le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il accuse le bureau Kadima de mener un processus opaque contre la volonté du peuple. Pour sa part, le média Forum des As mentionne à sa une, selon Denis Kadima, il est aisé de critiquer les processus, mais très peu on analyse le contexte. Ces tabloïds rapportent que lors du cadre des concertations, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a témoigné sa reconnaissance aux 26 candidats à la course à la présidentielle, bien sûr, faisant part des activités récemment achevées et celles en cours de réalisation renchérie Forum des As. Denis Kadima a rappelé que le 23 octobre 2023, la CENI avait ouvert la période des accréditations des observateurs, des témoins, des partis politiques et des journalistes jusqu'à 2 semaines de scrutin. Un autre titre à ce même sujet, Bédrine, sujet des concertations bien sûr, il était interrogatif, ces titres, poignée des mains historique entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, du feu ou de l'eau. Et bien, selon ce média, ce geste a captivé l'attention de médias
et des réseaux sociaux, suscitant des interprétations controversées à travers la République. Il souligne que cette rencontre marque un moment historique après des années de tiraillement et des contestations des légitimités entre les deux figures politiques. Le rédacteur de cet article pense que l'impact de cette rencontre sur le paysage politique de la RDC reste à voir, mais elle indique peut-être un début de dialogue et de collaboration entre des acteurs clés, ce qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à des développements significatifs pour l'avenir politique du pays. Et pour ça, on doit saluer l'initiative du président de la CENI en convoquant ces cadres de concertation avec les candidats présidents. Exactement, Bédrine Kenge. Et votre deuxième sujet, dernière étape du retrait militaire de la France du Niger. Effectivement, la France a débuté la dernière phase de son retrait militaire au Niger suite à la fin de la coopération militaire entre les deux pays. Le 24 septembre dernier, je rappelle, Emmanuel Macron a donné l'ordre de rapatrier les militaires français déployés dans le pays depuis 10 ans. Depuis le 5 octobre dernier, le retrait effectif entre cette semaine dans sa phase finale. Le média dit comprendre, renseigne que la base aérienne projetée de Niamey diminue rapidement et dans un mois et demi, la présence militaire française au Niger aura disparu, estime la rédaction de ce média. Par ailleurs, RFI précise que les deux groupements engagés dans le partenariat de combat basé au nord du Niger ont déjà achevé leur retrait. Chaque semaine, des convois routiers quittent la BAP de Niamey pour N'Djamena, seule porte de sortie terrestre pour les soldats français. Il ne reste donc plus désormais qu'à évacuer la base aérienne projetée de Niamey elle-même. Elle souligne donc par ailleurs que début octobre, il y avait encore 1000 militaires au sein de cette enceinte. Ils n'y sont plus aujourd'hui que 400 Bédrines. Et ces 400 militaires sont entrés cette semaine dans la dernière étape du désengagement français. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Keng. Merci Eridi Samboa pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et c'est également la fin de cette édition. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.